19h sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. Plusieurs décrets ont été adoptés et des nominations prononcées à l'issue de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres de ce mercredi 29 septembre 2022. Entre autres décisions, on peut noter la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme en République du Bénin. Le projet de réforme structurelle du secteur de la décentralisation a été exposé au maire le mardi 21 septembre 2021 au Palais des Congrès. À suivre dans ce journal, Pascal Irénée Koupaki, secrétaire général de la présidence de la République, qui expose les causes conjoncturelles et structurelles qui nécessitent cette réforme. Les écureuils du Bénin vont livrer 2 matchs décisifs contre les Taifa Stars de la Tanzanie les 7 et 10 septembre prochains pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les 2e et 3e années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Le gouvernement a tenu ce mercredi 29 septembre 2021, sous la présidence de Patrice Talon, président de la République, son conclave hebdomadaire. Plusieurs décisions ont été adoptées et des nominations prononcées à l'issue de la séance. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2022, adoption du décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de finances pour la gestion 2022, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme en République du Bénin, nomination des membres du conseil d'administration de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB. On note au titre des communications la contractualisation avec divers cabinets pour des missions de maîtrise d'œuvre complète des travaux de construction puis d'exploitation par Club Med du village de vacances d'Avlekété dans la commune de Ouida. Les autorités béninoises ont prescrit de multiples dispositions pour contrer la propagation du Covid-19 en cette rentrée scolaire 2021-2022. Les écoles s'appliquent à les mettre en exécution. Nos reporters ont sillonné quelques écoles de Cotonou ce mercredi 29 septembre 2021 pour faire le constat. Reportage Anaël Dou. Les dispositifs de lavage de mains et les affiches invitant aux gestes barrières sont perceptibles à ESAE et à Saint-Rita.
Les responsables y tiennent. Au niveau du portail, il y a 2 dispositifs de lavage de mains, l'un à droite, l'autre à gauche. Et nous veillons à ce que les étudiants, avant d'entrer dans l'université, lavent les mains. Et chacun d'eux doit porter son masque. La plupart respectent, parce que même lorsque vous allez dans les amphis, nous essayons de faire le tour du rez-de-chaussée jusqu'au 5e étage. On essaie de voir si les consignes que nous avons données là sont respectées. Et ceux qui n'obtempèrent pas, on essaie quand même de leur faire un rappel à l'ordre. En ce qui concerne le CEG Sainte-Rita, par rapport au respect des gestes barrières, nous avons à disposition des systèmes de lavage. Donc, nous avons des systèmes de lavage devant les bâtiments, devant chaque classe. Il y en a en quantité dans la maison, donc nous sensibilisons régulièrement nos apprenants par rapport au lavage de mains. Nous demandons aussi à nos professeurs dans les classes d'exiger le port obligatoire de masques aux apprenants avant l'accès au cours. Et aussi par rapport à la distanciation, nous faisons toujours 2 par table. Donc on demande aux apprenants de respecter la distanciation en sortant un pied. Parce que vous-même vous voyez avec nos tables bancs de 2 places. Donc il faut forcément que les apprenants s'asseyent de manière à faire sortir au moins un pied pour que la distanciation soit réellement respectée. Ces dispositions rassurent les apprenants, mais le respect strict s'illustre comme une épreuve à laquelle ces derniers se conforment avec peine. Et la COVID-19 est une maladie très grave qui tue beaucoup de personnes dans le monde. On prend des mesures pour ne pas l'attraper. On nous a demandé de porter nos masques, de respecter les distances et d'être propre. Tout le monde est avec le masque, comme se doit aussi, et les professeurs également. Bon, on porte ça, c'est seulement que parfois parce que le fait de porter ça aussi, ça nous dérange un peu quoi. Parce que pour s'exprimer aussi en classe, il faut descendre un peu le masque pour s'exprimer. Et après, tu reportes. Bon, le fait que les gens l'enlèvent, les gens ne portent pas ça régulièrement, c'est que ça empêche la respiration. Ça empêche la respiration, ce qui fait qu'il faut au moins descendre ça pour respirer un peu. Et après, monter ça aussi. Dans la sécurité et la difficulté, les apprenants n'ont d'autre choix que de se conformer. Le projet de réforme structurelle du secteur de la décentralisation a été exposé au maire le mardi 21 septembre 2021 au Palais des Congrès. C'était en présence du président de la République, des présidents d'institutions de la République, des membres du gouvernement et des 12 préfets des départements. Il s'agit d'un projet de réforme contenant des évolutions significatives au niveau de la gouvernance dans nos communes. Les premières informations indiquent que les fonctions politiques seront séparées des fonctions administratives. La réforme remplace les secrétaires généraux dans les mairies par les secrétaires exécutifs. Ces derniers seront nommés par le maire dans un fichier national pour un mandat de 6 ans. À l'entame de la dite cérémonie solennelle, Pascal Irénée Koupaki, secrétaire général de la présidence de la République, a eu à exposer les causes conjoncturelles et structurelles qui nécessitent cette réforme. Suivons ensemble un extrait de son adresse. À l'occasion du message de vœux à la nation, le 31 juillet 2021, dans le cadre de la célébration de notre fête nationale, le président de la République avait annoncé que des travaux étaient en cours
pour une réforme ambitieuse de la gouvernance locale. Ceci pour que nos collectivités locales deviennent effectivement des espaces de vitalisation du territoire et d'épanouissement du citoyen qui favorisent l'expression de son génie et lui assurent l'accès à tous les services sociaux de base. Comme nous le savons, la décentralisation a pour vocation d'être le moteur du rayonnement de toutes nos communes pour le bien-être des populations. Une vocation qui, malheureusement, depuis 2003, semble reléguée au second plan. Les causes conjoncturelles d'une telle situation sont notamment liées aux contingences politiques qui émergent à l'occasion de chaque élection par des alliances qui se nouent et se dénouent. Cette pratique est contre-performante. Quant aux causes structurelles, elles se trouvent dans notre modèle de gouvernance axé sur un rôle prépondérant du politique qui consacre le cumul des fonctions politiques et techniques par le maire, organe exécutif de la commune. Un tel modèle est aujourd'hui dépassé. Par ailleurs, l'observation attentive de la pratique politique dans notre pays montre que l'acteur politique, même avec une bonne foi avérée, peut rester otage de son ambition de se faire réélire. Cette ambition le conduit, bien souvent, à s'abstenir de prendre les bonnes décisions, voire les décisions difficiles, mais pourtant nécessaires à l'amélioration des conditions de vie de la majorité de nos concitoyens. Cette donne est encore plus accentuée au niveau local et explique en partie les résultats insuffisants de nos organes communaux. Nous tous, nous en convenons. De plus, ayant la vérité, les hommes politiques élus pour animer les organes communaux n'ont pas toujours un profil technique de gestionnaire, de sorte que, de bonne ou de mauvaise foi, les résultats de leur gouvernance ne permettent pas d'engager véritablement la mise en œuvre des plans de développement dans nos communes. Pourtant, chacune de nos 77 communes, chacun de nos 546 arrondissements, chacun de nos 5399 villages et quartiers de ville peut et doit devenir un espace attrayant où notamment le cadre de vie est assaini, où les ressources mobilisées grâce aux efforts de nos concitoyens sont bien gérées et la reddition des comptes assurée. Ainsi, nous devons tous convenir avec le chef de l'État que l'amélioration de la gouvernance locale doit être désormais considérée comme un impératif afin que ces ressources servent effectivement la cause du bien-être des populations. Toujours dans le cadre de la présentation de ce projet de réforme structurelle du secteur de la décentralisation au maire, le président Patrice Talon, lors de sa prise de parole, a rappelé le bien fondé d'une telle réforme. Il espère que les contributions diverses vont améliorer et persévérer l'essence même de cette réforme. Suivons un extrait de son propos. Le maire de Kouamassé a dit ce que tout le monde pense. Puisque quand il a parlé, beaucoup ont applaudi dans la salle.
C'est un cri de cœur légitime. J'ai fait campagne, présenté un projet de société, j'ai été élu. Je vais mettre en œuvre ma vision, ma politique. Et puis, on me retire le budget. On dit que c'est quelqu'un d'autre qui va exercer, sera ordonnateur de budget. Laissez-nous notre budget. Mais ce cri de cœur justifie la pertinence de la réforme. Parce que vous avez dit ça là. Aujourd'hui, ça prouve que, avant de quitter ici, il faut qu'on valide. Ah oui. Moi, ça m'a beaucoup plu quand il a dit ça. Alors, j'étais satisfait et dit, voilà, on a touché du doigt le problème. Monsieur le maire, moi, j'ai été élu, la deuxième fois, élu président de la République. J'ai jamais été tenté de changer la Constitution pour devenir ordonnateur. Je ne suis pas ordonnateur du budget national. Ce n'est pas moi qui signe les chèques. Le ministre des Finances est mon chef en matière de budget, d'exécution de budget, en matière de ressources financières. Le ministre des Finances, c'est mon chef. Si vous avez fait attention pendant la campagne, quand on me présente des doléances, je dis je vais plaider auprès du gouvernement. Certains doivent se rappeler de ça. Au gouvernement, le ministre le plus détesté, c'est le ministre des Finances. Personne ne l'aime. Mais c'est parce que c'est comme ça. Et ceux qui ont organisé la République, ce n'est pas nous, bien avant nous. Nous avons des royaumes qui fonctionnaient autrement. Et aujourd'hui, nous avons choisi de vivre selon les règles modernes de gestion, qui ont fait leur preuve et qui font que nous voulons nous développer comme le monde entier aujourd'hui. Ces règles modernes de gestion requièrent qu'il ne faut pas laisser tous les pouvoirs dans les mains d'une même personne, même élu. Qu'il faut que celui qui a même le pouvoir absolu délègue certains de ses pouvoirs. Surtout quand on est des élus. La tentation est forte, la pression est forte. Et l'homme n'étant pas Dieu, il ne faut pas que le prétexte du choix populaire nous transforme en Dieu sur terre. Monsieur le maire, votre budget ne vous appartient pas, c'est le budget de la commune. Ce n'est pas votre argent. Ce n'est pas votre argent. C'est l'argent des contribuables. Alors, le présentateur l'a dit tout à l'heure, vous avez à définir un projet de société, vous avez à définir une orientation à faire adopter par le Conseil, à mettre en œuvre. Mais quand vous décidez qu'il y a un centre de santé, et si vous avez désormais le pouvoir d'utiliser les ressources qui sont les vôtres pour construire un centre de santé, pour l'équiper, pour recruter les gens de santé, si vous voyez que notre commune a besoin de ça, et vous décidez de ça, c'est vous-même qui allez construire le centre de santé. C'est vous-même qui allez acheter les équipements, vous n'en savez rien, vous ne connaissez pas les équipements. C'est vous-même qui allez recruter le personnel, c'est vous-même qui allez faire l'interview des médecins, des sages-femmes et consorts, vous n'allez pas le faire vous-même. Vous n'avez pas de compétences dans le domaine. Même si vous êtes médecin, alors là, dans ce cas, vous allez le faire. Mais dans le domaine de l'assainissement, quand il pleut, la commune est inondée de partout. Il faut mettre en œuvre un programme d'assainissement. Ça va nous coûter tant, nous allons voter le budget parce que nous avons les ressources qu'il faut. Quand vous avez dit ça, vous avez joué votre rôle. Maintenant, vous mettez quelqu'un à l'exécution et vous le surveillez. Vous le surveillez, vous le supervisez. S'il fait mal, vous mettez le doigt dessus, vous relevez. S'il commet des fautes, vous le sanctionnez. Vous avez le pouvoir de sanction. On n'a jamais dit que le secrétaire exécutif est au-dessus des maires. Jamais personne n'a dit ça. Il peut être sanctionné, il peut être relevé. Mais quand on a rajouté l'implication du préfet pour apprécier les fautes et consorts, c'est pour que parfois, comme nous sommes en milieu quand même délicat où la politique intervient, c'est pour éviter que
On ne se lève pas juste parce qu'on a demandé une faveur, quelque chose, et l'autre n'a pas voulu le faire. Il dit, attention, si ça pète, c'est moi qui vais répondre. Allez, on va le relever, on va le sanctionner. C'est pour ça qu'on veut élargir le champ de ceux qui décident de la sanction. Quand l'État central doit définitivement sanctionner, relever un maire, parce qu'on a estimé qu'il a une faute grave dans la disposition actuelle, en cours là, les lois prévoient que c'est fait en conseil de ministres. Si le président de la République, vous savez, moi je signe 2 types de décrets. Des décrets présidentiels que je signe tout seul. Parfois, si ça a une incidence financière, je signe ça avec le ministre des Finances, parce que l'argent, ce n'est pas moi, donc je l'appelle pour signer. Mais si je signe un décret tout seul pour sanctionner un maire, c'est nul. C'est le conseil des ministres. Parce qu'il faut qu'une décision aussi importante ne soit pas décidée par une seule personne. Même si les autres sont nommés et sont mes collaborateurs, ils viennent et puis ils vont faire la contradiction au président, ils vont débattre, ils vont dire non, vraiment, ce n'est pas comme ça. Parce que nous savons que l'homme n'est pas Dieu. Qu'il soit retenu que c'est pendant que vous êtes maire de Pomassé qu'il a été retenu d'améliorer la gouvernance et vous avez accepté de renoncer à des prérogatives par vous-même. C'est grand. C'est noble. C'est extraordinaire. Et je veux, chers amis, espérer que nos contributions vont améliorer, préserver l'essence même de cette réforme, mais l'améliorer techniquement pour que l'objectif soit effectivement atteint une fois qu'on aura mis en œuvre cette réforme-là. La réforme structurelle du secteur de la décentralisation au Bénin suscite moult réactions depuis son annonce la semaine dernière. La plateforme pour la promotion des acquis de la rupture, PPR 2021-2026, a exposé les bien-fondés de cette initiative au chef de l'État Patrice Talon dans un entretien ce matin. Suivez les analyses de son coordonnateur, Nassirou Kassoumou Araro. Déjà, en observant le projet de réforme qui a été présenté, nous remarquons qu'il y a d'une part des constances essentielles et d'autre part, disons, des évolutions quand même assez significatives. Au titre des constances que nous remarquons déjà dans le projet, en tout cas pour ce que nous avons vu déjà, c'est que les questions liées au domaine de compétences des communes sont maintenues, les questions liées à la cohérence entre les politiques nationales et les politiques locales sont également maintenues. La question de l'assistance conseil aux communes, donc l'assistance technique que l'État est appelé à apporter aux communes est également maintenue. Donc ce sont des constances essentielles qui sont en fait des balises même de la décentralisation qui ont été maintenues. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à l'actif de cette réforme. Mais également, la réforme a fait intervenir des évolutions assez significatives qui sont quand même à saluer parce qu'elle s'inspire des grands modèles de décentralisation. Parce qu'il faut également dire la vérité que après près de 20 ans d'expérimentation de la décentralisation dans notre pays, le Bénin, il était important de pouvoir améliorer un peu ce système. Le système qui a vécu, nous avons expérimenté ici dans notre pays toutes les facettes des tests qui organisent la décentralisation, allant de la destitution des maires et à toute forme de difficultés vécues au niveau des conseils communaux, la politisation à outrance des conseils et des administrations communales, les blocages institutionnels au niveau des collectivités locales. Et tout cela, nous avons vécu cela dans notre chair, au niveau des collectivités. Et cela a entraîné même des fois le refus de développement au niveau de certaines communes. Au titre des évolutions, nous pensons, nous voyons quand même qu'il y a un fil d'Ariane qui est important de préciser. Et ce fil d'Ariane repose sur 4 aspects qui sous-tendent vraiment les évolutions qui sont arrivées. Le premier aspect, c'est le réaménagement des organes. On a constaté un réaménagement des organes. Ensuite, une redistribution des pouvoirs, un renforcement de la reddition des comptes et enfin un réaménagement des modalités d'exercice de la tutelle. C'est vraiment important. Il faut dire que ces 4 aspects sont des aspects essentiels qui conditionnent même la réussite de la décentralisation dans notre pays. Le projet de réforme fait intervenir de nouveaux organes au niveau
de la commune. D'abord en faisant, et ça c'est important, la séparation entre les organes politiques et les organes techniques. C'est très important de le dire. L'avancée de beaucoup de communes a été entravée par la forte politisation des administrations communales, ou la difficulté d'avoir une administration communale indépendante, épanouie, parce qu'inféodée aux politiques. Et aujourd'hui, avec cette réforme, on va mettre fin un peu à cet état des choses qui a bloqué un peu l'avancement des communes. Et donc, somme toute, il n'y a pas de raison, lorsqu'on regarde un peu cette réforme, d'avoir toutes ces inquiétudes. Bien au contraire, du point de vue de la plateforme pour la promotion des acquis de la rupture, nous pensons que cette réforme va permettre d'atteindre 3 objectifs majeurs. Premièrement, c'est d'assurer l'efficacité du pilotage et de la gestion de l'administration communale. C'est important. Ensuite, de réduire les interférences politiques dans la gestion administrative des ressources communales. Et enfin, de donner beaucoup plus de visibilité aux actions publiques de développement dans les communes, notamment avec le fonds d'investissement qui sera mis en place, alimenté donc par l'État. En conclusion, nous pensons au niveau de la plateforme pour la promotion des acquis de la rupture que cette réforme structurelle de la décentralisation va permettre d'aboutir à une efficacité de la gestion et la reddition des comptes en vue de promouvoir un développement local effectif au niveau de nos communes. Richard Boni Orou a dit s'être senti investi de la mission de contribuer à ce qu'un dialogue national soit instauré. Cette démarche, il avoue l'avoir engagée de son propre chef sans que ni Talon ni Yahi ne lui en donnent mandat. À le suivre sur sa page Facebook, il a donc élaboré l'idée d'un élan de convergence sociopolitique au profit du peuple béninois et dont le point de départ serait une rencontre officielle au sommet. Le politologue le plus présent dans les médias sociaux et traditionnels se réjouit que la première phase de son projet se soit déjà réalisée à travers la concrétisation de la rencontre des 2 hommes d'État. Suivons ensemble un extrait de ses impressions au lendemain de cette rencontre recueillie par Abdelkader Achirou. Aujourd'hui, je pense que je suis une des personnes dont la voix porte dans l'espace politique et social, et j'ai beaucoup de lecteurs. De ce point de vue, je leur dois, en toute transparence, un compte rendu sur ce qu'a été ma participation ou mon rôle dans cette rencontre. En effet, le 31 juillet, j'ai reçu l'appel du chef de l'État. Ça a été un appel totalement fortuit. Et durant cet appel, nous avons discuté assez longuement des réformes, de ma position. Et il m'a rassuré qu'il n'y avait aucune chasse à la sorcière dans ce qu'il faisait et que tant que personne ne se reproche quoi que ce soit, qu'il n'est pas de son rôle d'envoyer des gens à la prison juste pour des raisons politiques. Je l'ai cru à moitié, je dois être sincère, parce qu'il y a plusieurs faits qui prouvent le contraire, si on doit revenir dans le domaine politique. Mais je ne voudrais pas animer la polémique davantage. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le sort des Béninois qui sont en prison et ceux qui sont dans les maquis, ainsi que la stabilité du pays. Quand j'ai fini de parler avec lui, j'ai parlé ensuite au président Thomas Boni Yahi, avec qui j'ai pris l'habitude désormais de parler presque tous les jours, à une certaine heure, et je lui ai fait part de cet appel-là et des conditions qui l'ont entouré. Alors, le président Boni Yahi m'a dit clairement que la crise a beaucoup duré et qu'il pense qu'il faudrait qu'on trouve les voies et moyens pour arriver à sa résolution, à trouver un cadre apaisé pour pouvoir débattre de la résolution de la crise, afin que les enfants, les fils de Tchaourou, de Parakou, toutes ces personnes-là qui sont aujourd'hui en marge du système socio-économique et politique juste à cause des événements politiques passés, je veux parler des élections de 2019 et des élections de 2021. Alors, j'ai senti le président Yahi Boni assez soucieux de la crise et j'ai trouvé que cette crise-là, elle pesait beaucoup sur lui. Du coup, en tant que patriote, j'ai décidé alors de m'arroger moi-même le mandat et le devoir d'élaborer, comme on appelle,
un programme de convergence sociopolitique dans le strict but de pouvoir aider à la résolution de cette crise-là. Mais je me suis dit, dans un débat qui manque de leadership, il est important que ce débat-là et cette phase du combat soit incarnée par une personne dont la voix porte encore dans l'opinion et qui inspire encore de la confiance. Et cette personne-là, c'est celui qui a encore aujourd'hui associé comme on appelle, le destin des Béninois, leur paix et tout le reste. Par conséquent, j'ai dit, bon, OK, il faut d'abord initier une rencontre Thomas Boni Yahi, Patrice Talon, et ensuite, de cette rencontre-là maintenant, cette rencontre, que des exigences soient formulées et que, ensemble maintenant, peuple béninois, nous allons poursuivre ces exigences-là et exprimer notre confiance ainsi que notre soutien à l'un ou l'autre des deux partis, c'est-à-dire à Thomas Boni Yahi et à Patrice Talon, pour que, dans un élan de sagesse, Patrice Talon puisse prendre des décisions qui aillent dans le sens de dégel de la crise et que Thomas Boni Yahi soit satisfait de son rôle dans la résolution de la crise, mais que son rôle s'arrête strictement là, parce que pour moi, le président Thomas Boni Yahi n'a plus aucun rôle en politique, à part celui du rôle arbitral qu'il peut avoir et celui de conseil. Donc, voilà en quoi c'est résumé. Je vous l'accorde que c'est un résumé laconique, mais voilà en quoi c'est résumé mon rôle, et je me devais d'être transparent envers mes lecteurs et envers l'opinion pour dire, oui, dans cette rencontre, j'ai joué un rôle que je dirais même de premier plan, mais je ne m'arroge aucun mérite. Le mérite revient à l'ensemble des Béninois qui ont accepté l'idée d'une rencontre avec Thomas Boni Yahi et qui, aujourd'hui, émettent pour certains des doutes sur la suite de cette rencontre-là. Mais par contre, pour finir, je m'insurge contre tous les esprits qui ont la suspicion facile et qui disent que ce serait une rencontre entre deux personnalités pour aller faire une petite causerie et que de cette rencontre-là, que c'était un marché de dupes. Je m'insurge contre la suspicion permanente. 3 responsables du ministère de l'économie et des finances sont en garde à vue à la BEF pour trafic de carnets de vaccination. Les mises en cause seront présentées au procureur spécial après la Criette ce jeudi 30 septembre 2021. Les fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances ont été arrêtés et placés en détention à la brigade économique et financière BEF. Les 3 agents sont poursuivis dans l'affaire de trafic de carnets de vaccination contre la COVID-19. Les inculpés seront présentés au procureur spécial après la Criette ce jeudi 30 septembre, précise la même source. Le Festival international de théâtre du Bénéfiteb n'a pu se tenir en 2020. À la veille du 4e trimestre, aucun signe, ce qui présage que cet événement planétaire a du mal à renaître de ses cendres. Malgré les nombreuses références à l'ère révolutionnaire, le Bénin n'a pas trouvé la solution. Suivez cet extrait que nous propose Carles Kitome sur la question. Oui, l'Office national des arts. Vous savez que sous la Révolution, il y a eu beaucoup de volontarisme et beaucoup de bonnes idées. Mais après, c'est le suivi et la rigueur. C'est le savoir si nous arrivons à maîtriser notre pagaille ou pas, le problème. Donc cette fois-ci, le gouvernement, de nouveau, on n'a rien inventé. Ce qui avait été constaté et qui avait trouvé un début de tentative de réponse sous la Révolution, si vous regardez bien, ce n'est pas seulement dans le domaine des arts. Vous verrez qu'il y a plusieurs domaines où l'État affirme sa volonté. Donc ce volontarisme, disons, se manifeste au même titre que ça s'était manifesté sous la Révolution, mais avec d'autres méthodes et avec une obligation de résultat désormais. Ce que je voudrais que vous compreniez également, c'est que le gouvernement a mis le tourisme en lien avec la culture et les arts comme le deuxième pilier de création de richesse dans notre pays. Le deuxième, après l'agriculture. Donc tout ce qu'on est en train de construire à Abomey, à Ouida, à Niki, à Porto Novo, à Soava, à Ganvier, et j'en passe, tout ça, ça doit être alimenté. Le tourisme, c'est pour aller voir peut-être les reliefs,
mais c'est pour également découvrir la culture, pour découvrir les curiosités. Et quand les touristes vont venir, il faut faire des spectacles pour les faire rire, il faut faire des spectacles pour les divertir, il faut faire des spectacles pour les détendre. Et quand on va créer un certain nombre d'événements majeurs, ça également, c'est des produits d'appel pour les touristes. Donc tout ça est bien imbriqué. Donc je vous assure que si avant, c'est à peine si le ministre de la Culture s'intéressait à vous, sachez que désormais, c'est le chef de l'État et tout le gouvernement qui s'intéresse à la culture et au théâtre. Donc je voudrais vraiment que vous puissiez avoir confiance dans ce volontarisme du chef de l'État et de tout son gouvernement. Vous avez raison pour dire que les problèmes budgétaires doivent être réglés en amont. Et c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, considérez que le CNT, considérez que le théâtre, considérez que la danse, considérez que la musique, considérez que les arts plastiques et le cinéma, ce sont des projets présidentiels, que ce sont des projets, que ce sont des domaines qui sont surveillés et portés par le chef de l'État lui-même. Et j'en sais quelque chose, je sais combien j'avais de budget lors de mon premier passage, et je sais combien j'ai de budget aujourd'hui, pas pour le fonctionnement du ministère, pour l'investissement, bien évidemment. Sport dans cette édition. Les écureuils du Bénin ont livré 2 matchs décisifs contre les Taifa Stars de la Tanzanie les 7 et 10 septembre prochains pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Après la désillusion lors des qualifications pour la prochaine CAN face à la Sierra Leone, comment Michel Dissué et son staff préparent-ils psychologiquement le groupe? Le sélectionneur s'est expliqué en conférence de presse ce mardi. Une dominante essentielle. Je dirais qu'on a retrouvé quand même certaines vertus et certaines valeurs lors du dernier rassemblement. Je pense que cette élimination, elle a fait mal à tout le monde. Mais voilà, je dis quand on tombe, on se relève. Et c'est ce que le groupe a su faire, se relever et repartir sur ce qui faisait notre force en termes d'état d'esprit et en termes de vertu. Donc j'ai retrouvé un groupe qui était compétiteur, qui était prêt pour les échéances. Sinon on n'aurait pas obtenu le résultat qu'on a obtenu lors de la première et de la deuxième journée. Donc voilà, on doit rester dans ce droit fil. On ne va pas s'arrêter en chemin maintenant qu'on est engagé dans une compétition où on a pris plutôt un bon départ. Donc voilà, ça doit aussi nous procurer un surcroît de motivation et un surcroît de confiance pour continuer notre marche en avant. C'est des questions qu'on pose quelquefois. Après, dans la gestion du groupe, il y a un staff technique qui est là avec des gens qui sont déjà, on va dire, avec une certaine expérience. Bon, ils n'ont pas fait d'études de psychiatrie, mais en tout cas, ils connaissent très bien le football, ils connaissent très bien les joueurs parce qu'ils ont du vécu par rapport à ça. Je suis entouré de gens qui ont un statut d'international. Moi-même, j'ai aussi un peu d'expérience. Donc voilà, ce sont des choses qui nous permettent de penser qu'on est capable justement d'apporter cette dynamique-là positive à notre groupe. Ça a été le cas pendant un moment. Maintenant, il y a eu ce passage au mois de juin qui a été compliqué. C'est pas seulement la vie du groupe, c'est aussi tout ce qui s'est passé autour du groupe qui a fait que ça nous a un peu déstabilisé. On l'a payé très cher. Donc aujourd'hui, on sait le prix qu'il faut payer pour arriver à atteindre ces objectifs. Et maintenant, cet échec doit nous servir de leçon. On apprend plus des échecs que des réussites. On s'est peut-être laissé bercer dans une douce euphorie. Moi, je dis bien nous, c'est nous tous. Mais voilà, aujourd'hui, on a été rattrapé par la réalité et il s'agit de regarder devant et d'être ambitieux. Quand on commence une compétition, j'ai dit, c'est pour finir le plus haut possible. D'accord ? Et le plus haut possible, c'est la qualification pour le second tour. Maintenant, on sait que voilà, c'est une poule homogène, c'est une poule difficile, c'est une poule serrée, mais où chacun peut prétendre jouer sa carte à fond. La preuve, la Tanzanie est en tête avec le Bénin, c'était pas les favoris au départ, puisque le favori du groupe, c'est quand même la RDC. Bon, maintenant, c'est la vérité du jour. On en reparlera à la mi-novembre.
Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezautv.bg. Bonsoir.